et bienvenue sur Plume à Papote. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour une nouvelle vidéo où on va papoter lecture spéciale mois des fiertés. Vous le savez, j'aime varier mes lectures et trouver surtout des représentations qui me correspondent également dans mes lectures. Parce que bon, on va pas se mentir, dans la littérature propulsée par les éditeurs francophones, on a énormément de personnages qui se ressemblent et ces dernières années il y a des auteurs qui ont percé, des autrices qui ont percé et des maisons d'édition qui se sont un petit peu spécialisées pour nous proposer des choses un petit peu différentes. J'ai à cœur donc de mettre ces autrices et ces auteurs en avant et je vous ai préparé 2 publications Instagram ces 2 dernières semaines. Ce matin, au moment où je vous filme cette vidéo, j'ai streamé sur Twitch et j'ai laissé en fait le chat décider de ma nouvelle vidéo de cette semaine en leur proposant soit une papote lecture, donc par rapport aux lectures que j'ai pu faire au mois d'avril et au mois de mai, soit une papote lecture spéciale mois des fiertés. Et ben le chat a parlé et a décidé que ça allait être le mois des fiertés mis en avant. Restez bien jusqu'au bout, il y en aura normalement pour tous les goûts, il y aura à la fois des auteurs et des autrices francophones et anglophones, bref ça va partir un petit peu dans tous les sens et je vais essayer de contenter tout le monde. Mais avant de passer à la suite, est-ce que je peux te demander de t'abonner à la chaîne ci-dessous? Et si tu ne veux rien rater, n'oublie pas d'activer les notifications. Le premier roman dont je souhaite te parler, c'est un roman qui est fort présent pour le moment sur les réseaux sociaux et que j'ai lu à sa sortie en français, à savoir My Dear Prince, My Dear Ink Prince, de son titre français. En anglais c'est publié donc sous le titre de Red, Royal and Blue et c'est par Cassie McKinston. Alors c'est un roman donc qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est en cours d'adaptation par Amazon Prime et je pense d'ailleurs qu'il va sortir prochainement ou qu'il est peut-être déjà sorti. Dans ce roman un peu rom-com, on va suivre 2 personnages principaux, le fils de la présidente américaine et le fils de la reine d'Angleterre. Ou du roi d'Angleterre, je sais plus dans quel ordre on est. Mais bref, ces 2 jeunes hommes se retrouvent à un événement officiel ensemble. Ils s'apprécient plus que moyennement, hein, ils se fréquentent depuis qu'ils sont petits. C'est pas la grande entente et une dispute va éclater entre 2 qui va résulter dans l'étalage complet d'une pièce montée. Vous vous doutez bien que lors de tels événements qui rassemblent 2 grandes puissances de cette taille, il y a des journalistes, il y a des photographes et donc l'instant va être immortalisé et j'ai été distraite et les médias vont en faire étalage dans toute la presse. Afin de combler cet événement, afin de rattraper cet événement catastrophique, les attachés de presse de la Maison Blanche et du Palais Royal britannique décident en fait de forcer les 2 jeunes hommes à passer du temps ensemble dans une opération média communication de fou malade pour montrer en fait au monde entier qu'ils sont amis. Ça part donc sur du Enemies to Lovers, qui va se terminer en Lovers tout simplement, hein. Et il y aura pas mal de péripéties entre les 2. Du style, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'apprécie ou pas du tout, est-ce que c'est juste une histoire de soulagement physique, est-ce qu'on le fait juste pour soulager nos mères respectives ou non, est-ce que c'est pas de la comédie, que dire aux médias, que dire au grand public une fois que ça se saura. Bref, c'est un livre à rebondissement et une bonne rom-com, j'ai envie de dire des familles, mais non, c'est pas destiné nécessairement aux familles. Oui, il y a un petit peu de scène graphique si je me souviens bien dans ce roman, mais pas trop, mais bon, c'est pas pour un lecteur de 12 ans quoi, hein, quand même pas. Ce que j'avais fortement apprécié dans ce livre, c'est de savoir que l'autrice l'avait rédigé et l'avait écrit au moment où Donald Trump accédait au pouvoir aux États-Unis et qu'elle expliquait en fait dans sa note de fin qu'elle avait besoin en fait de cela, besoin d'espoir et besoin d'une histoire pour la communauté LGBT qui soit porteuse d'un message et porteuse d'espoir. J'avais également fortement apprécié les personnages féminins
qui sont des femmes de pouvoir, mais également les personnages secondaires qui sont fortement travaillés et assez présents. Donc c'est pas juste deux personnages qui tombent amoureux et on s'en fout du reste, pas du tout. J'avais assez bien apprécié ma lecture. Mes seuls bémols, c'était sur le travail éditorial de Lumen. Moi à l'époque, quand j'avais acheté mon exemplaire, il me manquait des parties de texte dans l'exemplaire que j'avais reçu. Je m'étais jamais adressée à la maison d'édition pour protester ou pour dire qu'il y avait un problème. J'avais autre chose à faire, j'ai envie de vous dire, surtout quand tu as acheté ton bouquin 17 €. Et l'autre petit souci que j'avais, c'était avec la traduction. Je pense de toute façon que le livre va être réédité avec la sortie du film, et donc vous pourrez sûrement foncer les yeux fermés sur la nouvelle édition francophone. Passons maintenant à une autrice dont je parle tout le temps sur mes réseaux sociaux. J'en ai encore parlé aujourd'hui dans une publication Instagram. Il s'agit d'Alice Oseman. Pour changer un peu, j'aimerais vous recommander ce livre de sa part, ce roman paru également en français sous le même titre, je pense, si je me trompe pas, c'est Loveless. Loveless, en fait, c'est l'histoire de Georgia, une jeune étudiante qui arrive à l'université et qui n'a jamais embrassé quelqu'un, qui n'a jamais eu de crush sur quelqu'un, mais qui est absolument obsédée par les fanfics. Et donc elle est sûre qu'un jour elle va rencontrer la personne qu'il lui faut, et donc elle n'a pas besoin de se tracasser. C'est juste pas le moment lors de ses études secondaires, mais ça va arriver à l'université. Donc quand elle commence son année scolaire en tant qu'universitaire, elle se prépare à un plan d'attaque pour tomber amoureuse. Mais en fait, toutes ces actions et son plan d'attaque vont créer énormément de situations rocambolesques auprès de ses amis, auprès de sa colocataire, et bref, ça sent pas si simple que ça et pas si bien embarqué que ça pour elle. Et c'est là qu'en fait elle va vraiment se découvrir et tomber sur des définitions et des nouveaux mots dont elle n'avait jamais entendu parler, mais qui pourraient en fait s'appliquer, même très certainement, à elle. Il faut savoir en fait que Loveless, c'est pas un roman autobiographique, hein, mais c'est un roman on voice, puisque Alice Oseman se définit et se présente comme asexuelle. Je sais pas si elle se présente comme aromantique, mais asexuelle, ça j'en suis quasiment sûre. Donc c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu, et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'histoire d'amour dedans que ça n'en est pas intéressant, et que Georgia est destinée à vivre malheureuse et mal aimée. Pas du tout, et c'est vraiment un livre porteur d'espoir. Donc si la sexualité ça vous pose question et vous demandez ce que c'est, moi je peux que vous recommander ce livre. Foncez-y, foncez les yeux fermés dedans. Je pense bien entendu qu'une vidéo Pride et mois des fiertés ne pourrait pas passer sans ce livre. Surtout que je viens de vous parler d'Alice Oseman. Alors ici c'est mon édition collector publiée chez Hachette en roman graphique, mais donc c'est bien entendu Heartstopper. Donc l'histoire de deux lycéens qui vont se rencontrer un peu par hasard comme ça, grâce à un changement de classe, et devenir meilleurs amis pour finalement peut-être un petit peu plus. C'est une saga dont on entend parler depuis des années, que je vous recommande de mettre entre toutes les mains, jeunes et moins jeunes, tellement c'est un roman graphique doudou. Je l'adore, et je vais pas vous en dire plus, foncez l'acheter dans cette édition. Passons maintenant à un petit peu de fantasy, et quoi de mieux que de la fantasy avec des lesbiennes, j'ai envie de vous dire. Le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est Le Palais des Otomai de Nina Varela. Je vérifiais que je prononçais bien son nom, mais oui c'est bien ça. Ici dans une édition publiée chez De Saxus, donc qui brille un petit peu. Avant de vous parler du résumé, je dois vous dire que j'ai absolument adoré ce roman, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré également le format du livre, le travail éditorial qui avait été apporté à ce premier roman. Je pense qu'il sera une trilogie. Voilà, j'ai adoré les héroïnes, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui est dedans, et je n'ai que des compliments à faire. J'espère vraiment que ce type de lecture va fleurir de plus en plus sur les étalages des libraires. C'est vraiment tout ce que j'adore, je dois dire, mais également tout ce qui est essentiel dans notre société en mouvement,
pas qu'on reste figé dans le passé, avec donc des héroïnes badass, et c'est elles vraiment qui mènent la danse et qui mènent l'action, même si elles sont un petit peu ballottées par les événements, des représentations vraiment diverses et variées, à la fois lesbiennes mais également raciales, etc. Donc franchement, il n'y a aucun point noir dans ce roman selon moi. Par rapport à l'histoire, donc on est dans un monde de fantasy, un monde inventé, et on va suivre Krier. Je ne sais pas si c'est comme ça que c'est censé se prononcer, mais moi je l'ai prononcé comme ça quand j'ai lu dans ma tête. Donc Krier est une otomaï, et les otomaï en fait c'est une invention par des humains. C'est des espèces de robots vraiment très poussés, je vais dire ça comme ça. Il n'y a pas de différence avec les humains, mis à part leur beauté irréelle et surréaliste. Et donc les otomaï ont pris le pouvoir sur les humains qui pourtant les avaient créés. Donc dans la société, les êtres humains se sont retrouvés asservis, et Krier, elle est l'héritière du roi Hérode. Elle espère prendre un jour part à la vie politique et aux décisions de son pays, mais c'est pas pour le moment. Et dans le palais où elle vit, il y a une servante, Eila, qui en fait déteste les otomaï pour tout ce qu'ils lui ont fait subir à elle et à sa famille. Eila a soif de vengeance, elle gravit très rapidement les échelons du palais pour se retrouver la servante vraiment attitrée de Lady Krier. Bien entendu, il y a des complots dans tous les sens, des retournements de situation, des amis qui s'avèrent être des ennemis. Bref, vous en avez pour votre argent en lisant ce bouquin. Continuons encore avec de la fantaisie, mais totalement sur un autre ton. Je vous présente, ou je vous en reparle, Gideon la 9e de Tamsin Muir. Voilà, c'est ça le nom. Voici la couverture, et comme vous pouvez le voir à la couverture, on est sur un univers vachement plus glauque que le livre précédent. Dans ce livre, on va suivre Gideon qui a été adopté par la 9e, qui est une planète en fait, dans l'espace. Sur cette planète, les gens sont des nécromanciens, oui, des nécromanciens. Et Gideon en fait ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir partir de la 9e qui, selon elle, est un véritable tombeau, elle n'a aucun avenir. Et elle veut s'engager en fait dans la Légion. Le souci, c'est que la fille vénérable de la 9e maison, Arroark, n'a pas envie de la laisser partir et fait tout pour l'en empêcher. Elle use et use encore et encore de stratagèmes pour la battre et l'enchaîner finalement à la planète, jusqu'au jour où un message de l'empereur arrive, convoquant Arroark en tant que l'héritière de la planète en question, ainsi que son chevalier. Problème, Arroark n'a pas de chevalier, donc ça incombe à Gideon de l'accompagner pour des espèces de grands jeux afin de définir qui seront les successeurs des dirigeants actuels. J'espère que jusque là vous avez suivi. Je vais pas aller plus loin dans le résumé, mais sachez que ça envoie du lourd, qu'il y a de l'action à chaque chapitre et des trucs glauques également à chaque chapitre, parce qu'on est quand même dans un monde de nécromanciens dans l'espace. Donc il y a des squelettes en pagaille, des monstres créés à partir de squelettes en pagaille et ainsi de suite. Alors c'est pas de l'horreur mais ça a un petit côté quand même impressionnant, et j'ai été très contente de le lire et pas de devoir regarder ce truc parce que j'aurais été absolument dégoûtée. Par contre, il faut absolument le lire parce que les personnages sont dingues, c'est un truc incroyable selon moi. J'ai absolument adoré tout du début à la fin, et j'ai extrêmement hâte de lire le 2e tome, en sachant qu'il y en a un 3e et qu'un 4e sortira prochainement, je ne sais pas quand. Bref, c'est une saga que je vous recommande chaudement. Continuons toujours avec la fantaisie, et cette fois-ci de la fantaisie francophone. Je vous conseille de lire Le Chant des Cavalières de, faut que je relise, Jeanne Corrèze, si je me souviens bien du nom de l'autrice. Désolée, je l'ai éborgné, mais vous l'avez là de toute façon, et dans la boîte de description ci-dessous. Attention, petit bémol, c'est un livre extrêmement lent et c'est un livre qui aurait pu être écrit sous forme de trilogie. Je pense qu'on sent ici un peu l'effet premier roman fantasy de l'autrice.
il me semble que c'est son premier roman, si je ne me trompe pas, mais je peux faire des erreurs. En tout cas, si vous aimez les dragons et si vous aimez les sociétés matriarcales, vous devez absolument vous jeter sur ce roman. D'autant plus si vous adorez la langue française et les mots un petit peu désuets et un style un petit peu recherché. Ça peut freiner, mais d'un autre côté, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé lire et je suis fière de l'avoir lu parce qu'on ne le voit pas passer énormément. Et bon, c'est une autrice francophone, donc elle mérite d'être mise en avant également. Dans ce roman, on va suivre une orpheline dans une société donc matriarcale. Elle fait partie des futures nonnes, des futurs chevaliers dragons. Mais avant de pouvoir l'être, il va falloir passer toute une série d'épreuves, à la fois imposées par son ordre, mais surtout par les circonstances. Ce qui s'annonce face à elle, c'est énormément de solitude parce qu'elle a un destin absolument fantastique. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est que l'autrice se joue un petit peu de ce rôle d'élu qu'on retrouve énormément dans des romans fantasy d'initiation. Ici, en fait, notre héroïne a tout de l'anti-héros. Elle ne veut pas être cet élu. Au début si, et puis elle se rend compte que c'est pas finalement la position de rêve qu'on lui a encensée, etc. Et qu'elle se pose la question en fait tout simplement, est-ce que je suis vraiment l'élu ou est-ce que les gens ont décidé que j'allais être l'élu? Et donc il y a un petit peu ce combat par rapport à cette perception que les gens ont d'elle. Honnêtement, c'était assez différent de ce qu'on peut lire et je peux que vous le recommander. Le livre suivant est Celle qui devint le soleil de Shirley Parker Chan. Donc c'est un roman anglais-américain, je pense, qui a été traduit en français. Je me demande s'il n'y a pas un deuxième tome dans le même style, mais j'ai pas bien fait ma recherche avant. J'avais emprunté ce livre au Bibliobus, donc comme le précédent, je peux pas vous le montrer, mais je vous mets la couverture comme d'habitude à côté. Je pense que c'est un roman que vous avez vu passer assez souvent. Honnêtement, si vous êtes fan de Mulan comme moi, franchement Mulan, meilleur Disney de tous les temps. Bon, il y a eu Vaiana depuis, mais bon, on se comprend. Quand j'ai grandi, Mulan c'était le meilleur Disney de tous les temps. Bah voilà, si vous recherchez ces vibes là, foncez honnêtement dans Celle qui devint le soleil. C'est vraiment de la représentation transidentité, parce qu'on va suivre notre héroïne, dont j'ai oublié le prénom bien entendu, qui est en fait une pauvre personne, paysanne pauvre, dans un village qui subit la famine. Sa famille consiste en son frère et son père. Et donc elle doit prendre soin de son père et de son frère. Elle a énormément de ressources et elle arrive à les faire subsister malgré cette famine qui sévit dans son village. Jusqu'au jour où des soldats arrivent et les pillent en fait et leur volent leur dernier sac de haricots. Et donc bien entendu ils sont condamnés à mort. Le souci c'est que cette altercation se passe très mal et donc les soldats vont tuer son père. Et son frère, qui était promis à de grandes choses et à un destin grandiose par le voyant du coin, va tomber en fait en dépression totale et se laisser mourir. Et elle va se dire, je peux pas laisser son destin filer entre les mains. On l'avait promis à de grandes choses, moi je ne devais rien faire, etc. Et donc elle va décider de prendre sa place et vivre en tant que garçon pour la fin de ses jours. Et son destin va être en effet exceptionnel à ce garçon. Il va devenir un novice dans un monastère pour finalement devenir un guerrier, puis un chef de guerre, et puis un empereur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un destin donc absolument magnifique qui est retracé là. Attention, c'est un roman historique et pas un roman fantasy, mais de l'histoire romantisée. Je pense qu'il n'y avait aucune preuve donc de ce qui s'est réellement passé, etc. Et l'autrice le met en avertissement à la fin de son livre, donc elle a embellit les faits sur lesquels elle était tombée et que donc c'est pas un roman historique avéré. Attention à ça. Mais n'empêche que moi j'ai adoré la plume, j'ai adoré cette question en fait de transidentité qui est vécue dans ce roman, en sachant que en fait le personnage principal ne se pose absolument aucune question. Il fallait accomplir le destin grandiose qui était prévu, et bien cette personne prend le rôle et va l'assumer
jusqu'à la fin. Et va pas se poser de questions de suis-je un homme, suis-je une femme, entre les deux et ainsi de suite. C'est juste, bah voilà, un homme doit se marier, ben je me marie et ainsi de suite. Et d'ailleurs il y a une très très belle histoire d'amour dans ce roman. J'ai énormément apprécié cette lecture. J'en profite pour vous parler de ma dernière lecture. Ça y est, je l'ai enfin terminé et il correspond ce livre totalement au mois des fiertés. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je pense que vous avez vu passer ce bouquin en long et en large. Ici je l'ai dans cette édition draconique proposée par De Saxus, donc qui est une édition collector reliée et qui est vraiment sublime, même si pas pratique à lire, hein, c'est très grand. Alors, je dois dire que j'ai apprécié cette lecture, mais elle a traîné, et donc j'aurais dû le lire plus rapidement pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur, je pense. En tout cas, il y a énormément de bons éléments dans cette fantaisie, notamment ces trois personnages principaux féminins, Sabran, Ehad et Tané. Oui, c'est ça, c'est Tané, qui sont toutes les trois des femmes qui prennent leur destin en main, on va dire, malgré les événements, et qui cherchent en fait leur bonheur et qui cherchent à accomplir finalement leur destin, mais pas en dépit de leur bonheur. Donc j'ai assez apprécié ce roman fantasy où les femmes ont la part belle, où on a un rénome et également des relations lesbiennes. C'était bienvenu, c'était pas quelque chose qui tombait comme un cheveu dans la soupe. Non, il y avait vraiment une idée derrière, etc. Donc il y a beaucoup de bons éléments dans ce livre que j'ai apprécié. Il y a pas mal de bémols et je vous en parlerai en long et en large de ces bémols dans une prochaine papote lecture. Ici le but c'est pas de descendre le livre, mais c'est de vous proposer des lectures avec des profils variés et pas tout le temps les mêmes, on va dire. Donc Le Prieuré de l'Oranger, ça reste une valeur sûre. Pour le prochain livre, on va rejoindre un petit peu une ambiance glauque à la Gideon la 9e. Et je vous en ai déjà parlé et je vous en parle depuis plusieurs années sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Il s'agit de Nevernight de J. Christophe, où on a un personnage principal bisexuel. C'est pour ça que je l'inclus dans cette sélection, moi, des fiertés. Que vous dire d'autre? Je pense que je vous ai déjà tout dit sur ce bouquin tellement j'en parle souvent, à la fois dans mes vlogs, à la fois sur mes réseaux sociaux, dans mes stories et ainsi de suite. C'est une trilogie donc que j'ai terminée et donc je peux vous en parler mais sans trop vous spoiler. On est dans un univers avec trois soleils qui ne se couchent presque jamais, et dans cet univers inspiré de la Rome antique, on va suivre Mia Corveret dont la famille a été assassinée. Tout simplement parce que elle dérangeait, son père en tout cas dérangeait et voulait faire prendre le pouvoir à son meilleur ami, on va dire ça comme ça. Donc elle est la fille d'un traître dont la rébellion a été avortée et Mia manque de se faire tuer, sa mère est emprisonnée avec son petit frère et au moment où elle manque de se faire assassiner, eh bien une ombre chat va apparaître et l'aider à dévorer sa peur, donc à surmonter sa peur. Diverses péripéties vont faire que Mia va rencontrer un mentor, et ce mentor fait partie d'une église rouge, d'une secte d'assassins, et ça semble être pour Mia en fait la meilleure opportunité pour se venger un jour des assassins de sa famille. Alors je ne vais pas en dévoiler beaucoup plus, mais sachez que ce premier tome, on est un petit peu dans un espèce d'univers Hunger Games slash Poudlard, Hunger Games à Poudlard, mais avec des morts. Hein. Vous attachez pas trop aux personnages, parce que dès que vous êtes attaché, vous en faites pas, ils vont mourir. En tout cas, si vous aimez les récits palpitants et haletants, je ne peux que vous conseiller Nevernight de toute urgence. En parlant de personnages bisexuels, je vous touche un mot de celui-ci, Sorcery of Thorns, dont le deuxième tome, mais qui est une novella, vient de sortir, donc il est beaucoup plus court que celui-ci. Alors, il faut savoir qu'un des personnages principaux est bisexuel, c'est légèrement abordé, c'est pas du tout l'intrigue principale, mais l'idée c'est de vous montrer donc que, bah oui, on peut avoir des livres Mois des fiertés sans que ce ne soit l'intrigue principale du bouquin. À nouveau, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, je pense que vous savez de quoi il s'agit. On va suivre donc cette jeune fille Elisabeth qui est orpheline
Il y a beaucoup d'orphelins dans les fantasy qui n'empêchent. Elle est orpheline et elle vit à la grande bibliothèque. Et elle n'aspire qu'à une chose, c'est devenir bibliothécaire et protéger les livres. Parce que dans cet univers, les livres sont des objets vivants qui peuvent s'animer et qui peuvent malheureusement mal virer et devenir de véritables monstres dont les bibliothécaires doivent se débarrasser. Malheureusement un jour un livre se déchaîne et va tuer pas la présidente mais la bibliothécaire en chef de là où réside Elisabeth. Elle va être accusée à tort de ce crime et elle va devoir donc comparer devant la justice dans la capitale, donc elle va être déracinée de l'endroit qu'elle a toujours connu et va s'en suivre toute une série de péripéties mais à nouveau rocambolesques, de rencontres avec un certain personnage et son serviteur qui est extrêmement mystérieux. Je vous en dis pas plus, l'écriture de Margaret Rogerson, elle vaut la peine. Ce livre, même s'il est young adulte, franchement, ça a été une très très belle découverte pour moi. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, les livres de Margaret Rogerson restent une valeur sûre dans mon cas, même si je ne suis pas le public cible de ce qu'elle écrit. Je ne sais pas si le livre suivant peut être classé fantasy ou plutôt fantastique. En tout cas, ce livre fait à nouveau beaucoup parler de lui et on le voit passer sur énormément de contes. C'est des coups de cœur pour pas mal de gens. Alors moi je vous avertis tout de suite, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est enfin un grand oui pour un livre de TJ Klune après des années de lecture de cet auteur et à chaque fois des ouf, j'aime pas. Donc je suis contente d'enfin en aimer un et de pouvoir en recommander un chaudement et en vous disant allez-y, foncez dessus. Donc Sous la porte qui chuchote, c'est l'histoire de Wallace Price qui est vraiment un immonde salaud. C'est un avocat aux États-Unis qui n'a aucune émotion en fait et aucune empathie pour les gens qui l'entourent, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit ses subalternes, son ex-femme. On a l'impression que vraiment les émotions c'est pas ça qui l'intéresse. Malheureusement Wallace meurt, voilà. Il meurt et il se réveille, il n'y a qu'une seule personne qui peut le voir, May, qui est une faucheuse, chargée de l'emmener dans un lieu qui va être un lieu de transition avant le grand passage. Donc c'est un livre qui tourne autour du deuil, autour de la mort. Même si Wallace est le pire des salauds, eh bien on voit qu'il continue à évoluer dans la mort et l'endroit où il va se retrouver est absolument génialissime. Ainsi qu'avec les personnages qu'il va rencontrer. Hugo est la personne qui est chargée de l'aider à traverser et à quitter ce monde. Et Hugo, il est tout le contraire de Wallace et c'est un personnage vraiment attachant et qu'on a envie de rencontrer dans la vraie vie ou qu'on espère pouvoir rencontrer une fois qu'on décède. Et peut-être que ça se passe comme ça, peut-être pas, allez savoir. Il faudra le vivre pour le savoir. Dans ma sélection de romans, je vais encore vous parler de deux autrices francophones françaises. La première, je vous en parle depuis quelques temps sur mes réseaux sociaux, c'est Isabelle Lesteplume. Ici, j'ai son roman, donc Il était une fois Le Prince au bois dormant, pardon, c'est Le Prince au bois dormant dans cette édition collector publiée chez Bookmark. C'est donc une réécriture du conte de La Belle au bois dormant, mais une réécriture LGBT, puisque là, ce sont deux princes. Et cette édition est absolument superbe, je vous l'ai déjà montré, mais il y a du papier velin comme ça, transparent. Et bref, j'ai lu d'abord ces bouquins cette trilogie de réécriture des contes sous forme numérique. Je les ai tellement adorés que j'ai acheté les éditions collector auprès de Bookmark. Et oui, ça a été un peu galère pour les trouver en ne pouvant pas se déplacer sur les salons. Mais je les ai et je suis trop contente. Ce premier tome en tout cas est très fin, ça se lit très vite, mais qu'est-ce qu'il est marrant et hilarant malgré le sujet hyper grave. Le roman, le conte de La Belle au bois dormant n'a absolument rien de marrant et pourtant moi je me suis marrée quand même beaucoup de fois en le lisant ce livre. Donc je peux que vous recommander La Plume de Isabelle Lesteplume et notamment donc ces contes des deux royaumes, en sachant que le prochain tome va paraître très prochainement. J'ai plus la date en tête, mais ce sera une réécriture de Peter Pan et j'ai trop hâte de mettre la main dessus. Pour la dernière autrice française que je voulais vous recommander en roman, il s'agit bien entendu de Charlie Reinhardt. Honnêtement, je pourrais vous faire défiler ici tous les romans, toutes les
toutes les couvertures de ces romans parce qu'ils conviennent tous, mais il a fallu faire un choix, donc j'ai décidé de vous représenter à nouveau cette première trilogie qui me l'a fait la découvrir, à savoir L'Appel du renard, qui est publié chez Milady si je ne me trompe pas. Je suis quasiment sûre de ne pas me tromper. Comme vous le savez, donc Charlie Reinhardt me fait parvenir ses services presse, mais cette trilogie, donc je l'ai lue en l'achetant, hein, bien entendu. Avant, c'était la première que je découvrais. Et elle reste chère à mon cœur parce que c'est de l'urban fantasy. Mais si vous en avez déjà lu, l'urban fantasy ou la beat lit pose quand même parfois beaucoup de problèmes, point de vue de ses personnages, point de vue des remarques qui peuvent être faites, etc. C'est souvent des romances hétéros d'ailleurs dans ce style de livre, de publication. Et ici c'est pas du tout le cas. On va suivre en fait un shérif qui se retrouve parachuté dans une espèce d'imbroglio parce qu'un corps a été trouvé dans la forêt et on pense peut-être que c'est une bête sauvage et donc on lui colle un ranger pour mener l'enquête. Ce ranger va le coller vraiment de près pour être sûr qu'il ne trouve pas, qu'il ne dévoile pas les secrets de sa communauté, puisque le shérif lui vit dans sa petite ville, hein, et il y a une communauté qui paraît un peu hippie comme ça, hein, pour les personnes du coin, cette communauté qui a très peu de contact avec le village, donc ce ranger en fait partie. Et l'idée ça va être de savoir, tiens, est-ce que le shérif va découvrir quel est le secret caché par cette communauté? À savoir, moi je vous le spoil, hein, mais bon, c'est spoilant sur la couverture et je pense dans le titre qui est derrière, c'est une communauté de métamorphes qui se transforme en renards. Voilà. Déjà rien que ça, des métamorphes renards, on adore. On peut qu'aimer, franchement. J'ai adoré les deux personnages, j'ai adoré les explications, l'univers ultra développé. D'ailleurs, dans les romans de Charlie Reinhardt, tout est intriqué. Elle développe un espèce de, vous voyez le Marvel Cinematic Universe, ben elle fait ça, hein, avec tous ses romans. Donc à chaque fois que vous lisez un roman, une nouvelle, etc., vous avez un clin d'œil et vous savez plus ou moins où vous situez dans son univers. C'est hyper méga appréciable, je trouve, et de voir qu'il y a un lien et que tout s'imbrique. Bref, je peux que vous recommander en tout cas cette trilogie. Moi j'ai adoré tous les couples qui étaient présentés dans les trois romans, mais j'ai un faible pour le tout premier, vraiment, et je les ai vraiment surkiffés. Leur façon de communiquer, le fait d'aplanir les choses, et d'encore et encore communiquer. Et ce qui est chouette, c'est qu'on les retrouve dans le tome 2 et dans le tome 3. On les laisse pas totalement à l'abandon et on voit que leur couple continue à évoluer. Et ça manque un petit peu dans l'urban fantasy. Le livre suivant que j'ai envie de vous présenter est un roman graphique que j'ai lu il y a quelques années. C'est La saveur du printemps de je ne sais plus qui, de Kevin Panetta et Savannah Ganucheau. C'est donc très graphique, j'allais dire, hein. Tout c'est ton bleu du début à la fin. Franchement, on va suivre là deux personnages absolument mignons. On retrouve un petit peu l'univers doudou cosy de Heartstopper, mais cette fois-ci le long d'une plage, donc ça fait très penser printemps mais surtout été selon moi. Et donc on a Harry en fait qui ne rêve que d'une chose, c'est fuir sa vie de province, à la campagne quoi, vraiment à la plage, s'occuper de la petite boulangerie familiale, etc. Bref, c'est une vie un peu plan-plan qui lui convient pas trop, et donc voilà, il aimerait bien se trouver un remplaçant pour pouvoir laisser tomber la boulangerie et que ses parents ne se retrouvent pas démunis. Ses parents ou son grand-père, j'ai un doute maintenant. Et donc il va rencontrer un jeune homme, Hector, qui lui va découvrir une passion en fait pour la boulangerie. Mais entre découvertes de leurs univers respectifs, il y a des émotions qui vont s'en mêler. Et surtout, que va-t-il se passer à la fin de ce printemps et à la fin de cet été, puisque Harry a des objectifs et a un rêve, et son rêve c'est de partir. Voilà, donc c'est un peu doux amer, mais c'est vraiment une très chouette découverte et une très chouette lecture, assez rapide comme c'est un roman graphique. Je peux que vous recommander cette lecture. Dernièrement, j'ai emprunté la trilogie du Garçon sorcière au Bibliobus. Je me souviens plus du nom de l'autrice, donc je vais pas essayer de l'écorcher, etc. Mais je vous mets la couverture du premier tome ici, en sachant que j'ai lu les trois. On est ici donc dans un univers où la sorcellerie existe. Sauf qu'elle n'est destinée qu'à quelques familles, c'est des familles bien spécifiques qui ont des sorcières.
et ce ne sont que les femmes et que les filles qui peuvent pratiquer la sorcellerie. Or, dans sa famille, on a ce jeune homme, donc j'ai oublié le prénom. Oui, donc je ne retomberai pas dessus. Qui lui, en fait, n'a pas envie d'être un métamorphe comme les hommes de son clan. Lui, ça le passionne pas de trouver son animal intérieur et de se transformer en cet animal. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la magie, et il est d'ailleurs assez doué. Même si il apprend la magie en secret, en espionnant sa sœur, en espionnant les cours donnés à ses cousines, par ses tantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est assez mal vu de sa famille, donc cette envie de devenir sorcière alors qu'il est garçon. Donc il y a toute une thématique autour du genre, de l'identité de genre, du patriarcat et du matriarcat également, parce que parfois le matriarcat est idolâtré, etc. Et là, ça le remet quand même en question aussi, cette idée que à partir du moment où une société est peut-être ancrée dans sa façon de faire sans jamais se remettre en question, c'est peut-être pas la chose à faire. Il y a aussi une histoire de secret de famille, l'amitié est extrêmement présente et importante. Donc voilà, c'est vraiment chouette, c'est vraiment un chouette roman graphique, très doudou également, et à mettre dans toutes les mains. Ça peut se lire assez jeune, il n'y a aucune scène problématique, même s'il y a des petits côtés effrayants à certains moments, surtout dans le tome 2 et dans le tome 3. Et je voudrais finir ces recommandations avec le premier tome, donc le cercle du dragon T. Je n'ai lu que le premier tome pour le moment, donc je ne peux vous recommander que le premier, mais on m'a dit que la suite était également très très chouette. À nouveau, je vous mets la couverture ici parce que je l'ai emprunté au Bibliobus. On se retrouve dans un monde de fantasy avec des espèces de créatures étranges, hein, pas du tout naturelles, on va dire ça comme ça. Il y a des gnomes, il y a des dragons, il y a des dragontés, des créatures que j'ai pas su identifier personnellement. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette œuvre, c'est que c'est hyper cosy et qu'il y a énormément de représentation à la fois LGBT mais également inclusive, donc avec un personnage porteur de handicap par exemple dans ce premier tome. Les personnages aussi ont des couleurs de peau différentes. J'ai adoré la famille de l'héroïne, je pense qu'elle s'appelle Maya mais j'ai un petit doute sur son prénom. Donc c'est une petite fille dont la maman est ferronnière, donc elle apprend justement ce travail du fer avec elle, même si elle n'est pas au début de la BD pas très passionnée par ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit sa maman en fait qui est très très virile dans le concept qu'on se fait d'un personnage. Elle est pas du tout féminine, elle est forte, elle est grande, elle a une forte poitrine, elle a beaucoup de force, elle s'habille de façon assez masculine, etc. Et au contraire, le papa de notre héroïne, lui, il est très fin, très élancé, habillé d'une façon très recherchée, qu'on pourrait caractériser de féminine, typiquement, hein. Et donc il y a ce jeu sur les codes qui est vraiment très très bien fait, j'ai trouvé, et qui montre bien qu'en fait on s'en fout de comment les gens sont, et c'est pas parce qu'une femme a l'air virile qu'elle peut pas être hétéro et avec un homme qui lui a l'air un peu plus féminin, etc. quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette idée de représentation là-dedans et le fait de jouer sur les codes. Point de vue de l'histoire, c'est tout mignon et tout chouette. Donc on a cette petite fille qui apprend donc le travail du fer avec sa maman, et un jour elle tombe sur une jeune fille qui prend peur en la voyant. Le lendemain ou quelques jours après, on l'invite à découvrir les dragons thé, parce qu'elle passe devant une boutique, si je me souviens bien. Et un dragon thé, donc c'est un petit animal qui fait pousser non pas des cornes mais du thé sur sa tête. Et donc l'animal, le dragon thé, la créature, a un lien très fort avec la personne qui s'occupe d'elle. Et dans cet univers, en fait, si vous préparez du thé, une infusion avec les feuilles récoltées sur le dragon thé, vous allez pouvoir revivre les souvenirs et les émotions attachées au dragon. Donc c'est assez mignon. Il y a une part importante de souvenirs, de la famille attachée là-dedans, et c'est voilà, c'est un univers cosy. Je sais pas vous le décrire autrement, et j'ai envie de dire, en gros il se passe pas grand chose, mais c'est tout mignon et j'ai trop hâte de lire les tomes suivants. On continue avec les graphiques et je vous présente donc La fille de la mer, dont je vous ai déjà parlé aussi en long et en large. Selon moi, c'est le roman graphique le plus proche de Heartstopper du point de vue
du point de vue de l'univers et du traitement, j'ai envie de dire, du coming out, mais il y a cet élément fantastique qu'on ne retrouve absolument pas dans Heartstopper. Les dessins aussi sont également très très chouettes et très doux. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire et cette lecture. J'ai très envie de la relire, d'ailleurs je l'avais emprunté au Bibliobus, mais je suis à deux doigts de m'acheter ce roman graphique tellement il est mignon à souhait. Ça parle d'amitié, ça parle de coming out, ça parle de famille, ça parle de protection de l'environnement aussi. C'est une fable écologique en fait. Et bref, j'ai que des adjectifs qualificatifs positifs pour ce livre. On va suivre une jeune fille sur une petite île. Malheureusement, son père n'est pas présent. Donc elle vit avec sa maman et sa sœur. La cohabitation à l'adolescence, elle est un peu compliquée hein, dans cette famille où elle doit quand même prendre des responsabilités, s'occuper de sa sœur, être un petit peu débrouillarde, etc. etc. Et puis en fait elle va rencontrer une nouvelle amie sur la plage et se rendre compte qu'en fait elle s'entend énormément avec cette jeune fille. Elles peuvent discuter de tout et de rien pendant des heures. Le souci, c'est que ses amies, elle se moque un peu de cette jeune fille, quoi. Elle dit mais t'es pas in, tu sais pas ce que c'est, etc. Mais elle est très proche de ses amies, elle a envie de les garder parce qu'elle pressent que ce qu'elle ressent pour sa nouvelle amie, c'est pas ce que les autres ressentent généralement en simple amie. Et donc c'est pas simple, voilà. C'est un moment pas simple, c'est un moment charnière pour elle. Je vais pas vous en dire plus. Je vous laisse découvrir l'élément fantastique présent dans l'univers. Parce que c'est un roman graphique donc ça va très très vite. Et si je vous spoil tout, ça va pas être très très chouette. Et enfin, le dernier livre dont je vous recommande, c'est Dans un rayon de soleil, qui est une belle bricasse de roman graphique. Franchement, c'est très lourd. Je me souviens l'avoir lu et de devoir le porter vraiment et de le mettre sur un coussin, parce que le format était quand même bien dense. Honnêtement, en toute honnêteté, c'est pas mon roman graphique préféré, mais c'est des lesbiennes dans l'espace. Et qui n'aime pas les lesbiennes dans l'espace? Voilà. À nouveau une société matriarcale, donc ça c'est super intéressant. Et j'avais énormément aimé le traitement de la couleur dans cet univers. Parce qu'on a énormément de flashbacks, donc on a des ambiances colorées différentes selon où on se trouve dans le récit et le moment du récit, ainsi que la temporalité. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers, même si en fait ce qui m'a moins plu c'est le dessin. J'ai été moins sensible au graphisme de ce roman que par exemple La fille de la mer, La saveur du printemps, etc. C'est mon seul bémol, mais bon, les goûts et les couleurs ça se discute. Franchement, faites-vous votre propre avis avec ce roman. Je vais plus savoir vous raconter l'histoire en long et en large, très honnêtement, parce que je l'ai lu il y a de nombreux mois et c'était franchement un roman graphique assez intriqué. C'est pas du tout comme La fille de la mer ou comme La saveur du printemps. Il y a vraiment une intrigue fortement développée et un univers de fantasy hyper méga développé également. Mais sachez qu'on va retrouver notre héroïne qui quitte son internat pour se joindre à une équipe de restauratrices de bâtiments. Sauf que on est dans la science-fiction et donc elle se déplace de planète en planète en fait pour mettre à jour des chefs-d'œuvre de l'architecture et surtout restaurer ces chefs-d'œuvre. Et on va se rendre compte au fur et à mesure des récits que elle a rejoint cette équipe parce qu'elle est intéressée par quelque chose, par un mystère, on va dire ça, un mystère architectural qui pourrait lui permettre de retrouver son amour de jeunesse. Voilà. Je vais pas en dire plus parce que c'est déjà beaucoup ce que je vous ai dit et je vous laisserai vous faire votre propre avis. J'ai pas compté combien de livres je viens de vous recommander. J'ai l'impression que cette vidéo va être hyper longue. J'espère en tout cas que vous trouverez votre bonheur dans toutes mes recommandations. Peut-être que vous en avez déjà lu certaines, donc n'hésitez pas à me le dire là dans les commentaires. Certains et certaines sur Instagram m'avaient déjà recommandé d'autres livres, donc n'hésitez pas à en faire de même et à me dire en commentaire quel livre je dois absolument lire pour avoir encore plus de représentation et de diversité de la communauté LGBTQA+. Ça peut être aussi des romans hétéros, hein, mais par des auteurs issus de la communauté LGBTQA+, sans aucun souci.
J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'en profite maintenant que vous regardez la fin de cette vidéo pour vous remercier pour votre soutien ici sur YouTube, vos likes sur Instagram et vos messages privés sur Instagram, ainsi que tous nos échanges en direct sur Twitch. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye.